La présentation d'aujourd'hui est la première d'une série intitulée S'il vous plaît, qui va être axée sur la gestion des plaies, vous l'aurez deviné. L'idée de lancer cette série m'est venue à la suite d'une conférence que j'ai présentée à l'Association vétérinaire québécoise de médecine de refuge sur les plans B. Vous vous dites peut-être une chirurgienne spécialisée qui parle de plan B, c'est quand même un peu ironique. Souvent, la chirurgie spécialisée rime plutôt avec des soins de haut niveau et donc les plans A, ce qui colle moins avec la réalité de la médecine de refuge. Ce qui me distingue puis qui m'emmène à vous parler de plan B aujourd'hui et tout au long de cette série, c'est mes années d'implication et d'expérience auprès de multiples organismes de sauvetage tels que la SPCA de Montréal, pour qui j'ai fait du bénévolat avant même d'être admise en médecine vétérinaire et avec qui couper un partenariat stimulant et gratifiant depuis notre lancement. Les Aristopathes, un organisme qui se spécialise dans le sauvetage de chats et de chiens blessés, avec qui j'ai collaboré pendant des années jusqu'à devenir administratrice et directrice des communications en 2021, pendant une période critique pour l'organisme. En 8 mois, grâce à une restructuration majeure puis bien ficelée, on a remboursé une dette de 150 000 et l'organisme existe encore à ce jour. Et plusieurs autres organismes qui me consultent ou qui font affaire avec Coupé lorsqu'ils ont des cas chirurgicaux. J'ai donc l'habitude de faire preuve d'ingéniosité pour vous aider à remettre vos petits patients sur pattes, même si le plan A n'est pas envisagé. Dans notre pratique, on voit beaucoup de types de plaies, puis elles ont toutes des caractéristiques propres qui vont avoir un impact sur le plan de traitement et le potentiel de guérison. Parmi les types de plaies traumatiques, on retrouve l'incision, caractérisée par une coupure nette causée par un objet tranchant comme du verre ou un scalpel. La lacération, décrite comme une déchirure irrégulière des tissus, souvent causée par un objet contondant ou une morsure. L'abrasion, qu'on reconnaît par son apparence typique d'usure ou de grattage de la surface de la peau. Tu sais, quand on était petit et qu'on s'est raflé les genoux au sol en tombant en rollerblade, ben c'est ça, une abrasion. L'avulsion, ou l'arrachement partiel ou complet de tissu, souvent secondaire à un accident ou une morsure violente, comme les avulsions de queue ou de menton. La ponction, ou plaie punctiforme, qui est caractérisée par une petite ouverture causée par un objet pointu, mais pouvant aller en profondeur. Les plaies par morsure sont souvent punctiformes. Puis finalement, la contusion, qui consiste en un traumatisme sans ouverture de la peau avec hématome ou œdème. C'est souvent la variété dans la présentation des cas qui rend la gestion de plaies intimidante ou déroutante. Avec les plaies extensives notamment, on a souvent l'impression de ne pas savoir par où commencer. Parfois, il y a vraiment beaucoup de tissus qui sont endommagés. Pourtant, c'est toujours la même recette. Il faut d'abord définir le type de plaie qu'on gère afin de bien évaluer les différents plans de traitement applicables à notre patient. Il faut ensuite évaluer les objectifs à atteindre dans un contexte d'optimisation des coûts. Puis contrairement à ce que bien des vétérinaires croient, la patience est souvent synonyme d'économie majeure dans un contexte de gestion de plaie. Je vais vous en faire la démonstration pendant cette présentation. Puis finalement, on met en place un plan de traitement qui va être à réévaluer et à adapter continuellement pendant l'évolution de la guérison. Gérer une plaie implique généralement des soins qui s'étendent sur plusieurs semaines ou mois, avec des réévaluations fréquentes et qui sont souvent accompagnées d'une forme d'inconfort ou au minimum de stress pour le patient. Optimiser la gestion du confort et du stress va être bénéfique pour vous, votre équipe et vos patients. Pour vos patients, l'effet bénéfique aura un impact important maintenant, mais aussi pendant longtemps sur leur rapport aux soins vétérinaires. Aidez-les donc à nous apprécier plutôt qu'à se méfier de nous. Le cas clinique que je vous présente aujourd'hui, c'est Kit, un chat domestique mâle castré de 9 ans, présenté le 12 juillet 2017 pendant ma résidence parce qu'il était très amorphe et qu'il avait récemment développé des vomissements puis de la diarrhée. Les propriétaires ont aussi rapporté qu'il n'avait rien mangé au but depuis au moins 24 heures. Il aurait léché de la vieille sauce à poutine et aurait tendance à jouer avec des fils. Kit n'avait pas d'antécédent médical connu. C'est un chat qui a été adopté à la SPCA et son statut FIV-FLV n'était pas connu non plus au moment de la consultation. À l'examen physique, Kit était abattu, son TPR était dans les limites de la normale, puis il était très déshydraté selon le dossier.
Il a été recommandé de débuter l'investigation par un bilan sanguin et une échographie abdominale, dont je vous partage les résultats rapidement. À l'hématologie, une neutropénie sévère avec suspicion de BAND a été identifiée, tandis qu'à la biochimie, l'ALT, l'urée, la créatinine et les bilirubines étaient augmentées, alors qu'une légère hyponatrémie et hypochlorémie a aussi été identifiée. À l'échographie abdominale, le foie et le pancréas étaient hypoéchogènes. Pour ce qui est du pancréas, une variante normale en jeune âge était suspectée, tandis que pour le foie, l'hypoéchogénicité pourrait camoufler une hépatopathie aiguë, comme une cholangite ou une cholangiohépatie. Il n'y avait pas de changement échographique suggestif d'une néphropathie aiguë. Une conversation téléphonique pour discuter des résultats précédents a permis de préciser qu'il serait peu probable que l'état de kit soit causé par une intoxication parce que les propriétaires n'ont pas de plantes dans la maison, qu'il n'aurait pas eu accès à de l'antigel, puis que la seule chose qu'il aurait pu manger de différent, c'est la vieille sauce à poutine. Étant donné les anomalies identifiées au bilan sanguin, il a été recommandé de compléter l'investigation par une urologie et un profil FIV-FELV. L'urologie n'a pas montré de changement important, sauf une densité à 10-15, mais notez que le prélèvement a été fait après la fluidothérapie, euh, donc on prend ça avec un petit grain de sel. Le test FIV-FELV, lui, était négatif. À ce moment, un choc septique de cause indéterminée était fortement suspecté, puis le plan de traitement a été ajusté par l'ajout de Bétril à 5 mg kg IV et d'oméprazole à 1 mg par kg bid Péros. Kit a été hospitalisé. Il a reçu des fluides, de l'ampicilline IV et une injection sous-cutanée de Sérénia. Le lendemain, l'état général de Kit s'était légèrement amélioré, mais il était nouvellement hyperthermique malgré les antibiotiques IV qu'il avait reçus. Il y a différentes hypothèses qui ont été émises pour expliquer ces signes cliniques. Les vétérinaires qui s'occupaient de lui étaient inquiets qu'il ait développé soit une gastro-entérite sévère ou qu'il soit atteint de la PIF. Le 14 juillet 2017, après 2 jours d'hospitalisation, il y a des plaies punctiformes compatibles avec des plaies de morsure, avec nécrose cutanée et espace mort à la base de la queue, qui ont été identifiés. Notez que Kit avait côtoyé des furets quelques jours auparavant. Est-ce que les furets auraient pu l'avoir mordu? C'est possible. À ce moment, on m'a demandé d'évaluer les plaies. Kit a été rasé extensivement, ce qui a permis de bien suivre l'évolution de la nécrose cutanée. Kit avait toujours de la sensation sur toute la surface cutanée affectée à ce moment-ci. Pour cette raison, un débridement chirurgical n'a pas tout de suite été entrepris, puisque dans la région périanale, chaque millimètre de peau fait une différence, puis que la plaie n'avait pas encore atteint un stade définitif. La zone plus blanchâtre, que j'ai délimitée par le trait rouge, s'étendait progressivement et la ligne de clivage n'était pas encore nette. Les plaies punctiformes drainaient bien, donc de l'hydrothérapie 3 fois par jour a été ajoutée au plan de traitement. Idéalement, une culture et antibiogramme auraient dû être prélevés à ce stade, mais les propriétaires n'étaient pas sûrs de pouvoir se permettre financièrement la probable chirurgie de reconstruction de la région périanale de Kit, puis préféraient limiter les coûts. Ils sont venus récupérer Kit cette journée-là, puis ont poursuivi les traitements de plaies à la maison. Les propriétaires devaient rapporter Kit le 18 juillet pour débridement chirurgical et discussion en vue d'une chirurgie selon l'état de la plaie à ce moment-là. À son arrivée le 18 juillet, la plaie de Kit avait bien évolué, puis elle avait finalement atteint un état stable. Le débridement chirurgical a été fait sous sédation profonde, avec un splash de lidocaïne sur la plaie pour la gestion du confort. Un cathéter urinaire a été mis en place pour éviter de lacérer l'urètre lors du débridement. La peau était nécrosée. Elle s'est enlevée facilement par traction délicate, puis le tissu sous-cutané qui était nécrosé a aussi été retiré. Il en reste encore un peu sur la photo de gauche. Les zones jaunes que Jacques Dupuis, mon mentor, appelle affectueusement du Doritos à bactéries, ont été retirées après la photographie. J'ai remis ici le tableau sur la classification des plaies et sur les différentes options de fermeture de plaies que j'ai déjà présentées lors de ma conférence sur les plans B, parce que ça devrait toujours guider notre approche et notre plan de traitement pour les cas de plaies. Dans le cas de Kit, il n'y a pas trop de doute qu'on gère une plaie sale et infectée.
Il y a quatre grandes classes de plaies. Les plaies propres, qui sont des incisions chirurgicales réalisées dans des conditions aseptiques. Les plaies propres contaminées, qui sont des incisions chirurgicales avec pénétration du tractus respiratoire, gastro-intestinal ou génito-urinaire, mais sans contamination excessive. Les plaies contaminées, qui regroupent les plaies traumatiques et les plaies chirurgicales avec contamination importante. Et finalement, les plaies sales et infectées qui ont plus de 100 000 organismes par gramme de tissu, puis qui comprennent les plaies traumatiques chroniques, les plaies avec perforation viscérale et les plaies desquelles s'écoule du pus. Maintenant qu'on sait qu'avec KIT, on traite une plaie sale et infectée qu'on tente de convertir en plaie propre contaminée, on peut déterminer le plan de traitement. Comme d'habitude, le plan de traitement peut évoluer, sauf avec la fermeture primaire qui devrait être définitive puis qui est réservée pour les plaies créées dans des conditions qui sont aseptiques, ce qui n'est pas le cas pour la plaie de KIT, évidemment. Dans certains cas, les plaies contaminées peuvent être converties en plaies propres avec un débridement précis puis un lavage important. La fermeture primaire retardée, c'est une fermeture primaire retardée de 4 à 5 jours. Ça permet à la plaie de drainer puis d'être plus résistante aux infections au moment de la fermeture. La fermeture secondaire se fait en présence de tissu de granulation de 5 à 10 jours post-trauma. Le tissu de granulation peut être suturé à lui-même ou excisé. Finalement, vous verrez que le cas de KIT est un cas parfait de contraction et épithélialisation qui devrait être l'option de départ de choix pour les plaies sales et infectées. Le plan de traitement pour KIT était de faire de l'open wound management pendant au moins 24 à 48 heures et de possiblement tenter une fermeture à l'aide d'au moins un ou deux flaps cutanés selon l'évolution de la plaie. L'estimé remis au propriétaire était de 2 400 à 3 200 plus taxes en 2017 pour la plastie, sans complications. J'aime ça garder les vieux estimés dans mes présentations, ça me permet de faire un suivi de l'évolution des coûts vétérinaires dans le temps. J'ai commencé la rencontre avec les clients en insistant à plusieurs reprises que les cas de plaie extensives sont des boîtes à surprises, puis que le plan qu'on allait établir à ce moment pouvait changer quotidiennement selon l'évolution de la plaie. Le problème avec le cas de KIT, c'était que la communication avec la mère du propriétaire, qui était un jeune garçon d'une vingtaine d'années, était difficile puis qu'elle remettait au début chaque item de l'estimé en question. Principalement parce qu'en fait, l'estimé de 2 400 à 3 200 plus taxes, sans complication, correspondait au maximum d'argent que les propriétaires étaient prêts à débourser pour les soins de KIT. Après discussion avec le fils et sa conjointe, qui elle était infirmière, on a décidé de donner une chance à la gestion médicale de cette plaie. Kit était stable, il était confortable, il mangeait, urinait et faisait des selles normalement. J'ai dit au propriétaire que soit la taille de la plaie resterait la même, puis qu'on pourrait toujours faire la chirurgie dans une semaine, ou que soit elle réduirait de taille, puis qu'on pourrait peut-être limiter les flaps nécessaires pour refermer la plaie. J'étais inquiète de dépenser tout l'argent qu'ils avaient et de ne pas avoir de marge si une complication survenait parce que la localisation de la plaie nous rendait nerveux pour une infection, une déhiscence ou une autre complication de ce type-là. Les propriétaires ont fait de l'hydrothérapie 3 à 4 fois par jour à la maison, puis ils devaient tenter de garder la plaie le plus propre possible entre les traitements, en utilisant de la litière papier, puis en mettant un collier élisabétain dès que KIT n'était pas sous surveillance active. Si le tissu de granulation s'asséchait, ils avaient comme instruction d'y appliquer une très fine couche de gel stérile. Les prescriptions remises le 14 juillet ont été poursuivies et une réévaluation était prévue le 27 juillet, donc 9 jours après le débridement. Les propriétaires allaient m'envoyer des photos quotidiennement entre-temps, puis on devait se parler si l'état de KIT se dégradait ou si la plaie montrait des signes d'infection. Voici l'évolution en photo de KIT. À gauche, vous avez une photo 3 jours post-débridement. À droite, on est à 4 jours post-débridement, donc le lendemain. Ici, on a des photos à 5 jours et à 6 jours post-débridement. La photo de droite sur cette diapositive, c'est celle immédiatement suivant le débridement du 18 juillet. Puis celle de gauche, c'est celle au moment de la réévaluation le 27 juillet. La plaie était recouverte d'un tissu de granulation sain, puis les plaies s'étaient considérablement contractées et réépithélialisées.
On a décidé de continuer les soins de plaie à la maison parce qu'on trouvait que l'évolution était encourageante, voire même très surprenante. Un suivi téléphonique était prévu dans 7 jours et des photos allaient encore être envoyées régulièrement par les propriétaires. Voici les photos 2 jours suivant cette réévaluation. On est en voie de guérison. On voit un beau liseré là, de nouvelles peaux saines qui est en train de s'établir partout là, au niveau de la plaie. La contraction et la revitalisation se poursuivent même 2 semaines post-débridement jusqu'à ce que j'obtienne ces photos le 7 et le 14 août 2017. À gauche, sur cette diapositive, je vous remets la photo de la plaie post-débridement et à droite, vous avez la dernière photo que j'ai obtenue de cette plaie qui est maintenant résolue. On est trop content. Donc, la prochaine fois, on fait quoi? Voici ce que j'aimerais que vous reteniez de ce cas clinique. Les plaies par morsure confirmées ou probables devaient toujours être traitées comme des plaies contaminées, voire sales et infectées selon le cas. Donc, en cas de doute, faites de l'open wound management. C'est ça que vous devriez favoriser jusqu'à ce que la plaie retrouve un statut plus propre avant d'en prévoir la fermeture définitive si la fermeture définitive est jugée nécessaire. Si vous avez besoin de conseils ou de soutien pour gérer une plaie, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, nous appeler ou nous texter. On va vous aider avec plaisir. Si vous aimeriez obtenir un avis de spécialiste officiel avec un plan de traitement détaillé, sachez que les consultations coupées sont aussi pour vous. Donc, chez Coupé, on a 3 types de consultations distinctes: la consultation virtuelle, la consultation classique en présentiel et la consultation interne qui peut être combinée à une consultation virtuelle. Je vous invite à consulter la courte vidéo intitulée Les types de consultations, aussi disponible sur notre chaîne YouTube, Coupé-Collé, pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Pour vous aiguiller sur la gestion d'une plaie, le type de consultation qui supporte le plus, c'est la consultation virtuelle. La consultation virtuelle nous permet d'épauler votre diagnostic avec des recommandations spécialisées. Finalement, si vous avez aimé la présentation de ce cas clinique et que vous aimeriez ne pas rater le prochain, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée seulement une fois par mois, pas plus, promis. C'est là et sur nos réseaux sociaux qu'on annonce toutes nos nouveautés. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.